Bonjour, bienvenue. Merci de nous retrouver sur notre plateforme du groupe Futur Média, www.igfm.sn. Nous avons voulu cette émission État-major pour mettre face à face deux représentants de candidats à cette élection présidentielle du 24 février. Débat d'idées, prospectif pour aider surtout les internautes du portail internet du groupe Futur Média à faire le meilleur choix. J'ai le plaisir, bien entendu, d'introduire cette émission avec Charles Faye. Charles, bonjour. Bonjour Ablaye, bonjour à nos chers invités et à vous, chers internautes de igfm.sn. Et nous partons pour cette nouvelle expérience, pour cette émission où j'ai l'immense honneur de recevoir Dr Malick Diop. Bonjour. Bonjour Ablaye, bonjour Charles. Merci de nous avoir invités. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à toutes les Sénégalaises et les Sénégalais du Sénégal et de la diaspora qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est un plaisir de débattre avec un éminent économiste, donc le docteur John, ici présent, dans le cadre de cette campagne électorale. Malick Diop est docteur d'État en pharmacie, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop. C'est sa casquette la plus connue, mais Malick Diop a aussi une formation d'économiste et diplômé, bien sûr, de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop, avec un DS en administration des entreprises. Il est aussi administrateur, diplômé de l'ENAP du Canada, précisément de Montréal. Et bien entendu, il est le directeur général de l'ASEPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Docteur Malick Diop sera face au docteur Alioune Dione. Bonjour docteur. Bonjour Ablaye, bonjour Charles, bonjour docteur Malick Diop. Également, je salue tous les internautes, tous les Sénégalais et les Sénégalaises. C'est un plaisir de venir, de débattre à travers cette instance sur les programmes de nos deux candidats. Le docteur Alioune Dione est membre de la coalition Sonko Président qui soutient la candidature de Ousmane Sonko. Il est lui-même membre des cadres patriotes, le parti PASTEF. Il est bien entendu membre de la commission Bonne gouvernance, patriotisme, citoyenneté, expert en politique de développement et je n'étais toujours pas exhaustif sur vos états de service puisque vous êtes enseignant-chercheur. Voilà qui va nous aider donc à avoir un débat économique, un débat de prospective pour avancer et aider nos internautes aussi à faire un choix et un bon choix. Nous commençons quand même sur les questions, par les questions d'actualité. Docteur Malick Diop, un sixième candidat a presque fait irruption dans cette campagne électorale. C'est la presse qui l'a baptisé ainsi. Le président Abdoulaye Wade est de retour. Depuis 48 heures, on parle beaucoup du président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous êtes surpris qu'il fasse irruption comme ça en pleine campagne électorale pour s'imposer à l'actualité? Et qu'est-ce que vous avez retenu de son discours? C'est le contraire qui nous eût étonnés parce que le président Abdoulaye Wade est dans la sphère politique au plus haut niveau, au devant de la scène depuis 1974. Ce n'est pas maintenant qu'il va sortir de cette sphère politique. On souhaite que Dieu lui prête une très longue vie. Il a été pendant 26 ans au niveau de l'opposition, l'opposition sénégalaise. Nous, on l'a suivi étant gamin. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a géré l'État pendant 12 ans, avec ses hauts et ses bas. Moi, je dis très souvent beaucoup plus de bas que de hauts. Mais il a fait des choses positives au Sénégal. Par contre, ce qui est un peu déplorable, c'est cette sortie qui n'est pas très glorieuse parce que j'espère en tout cas qu'un certain nombre d'éléments qu'il a eu à exprimer, il a eu à le faire parce que tout simplement c'était devant les caméras et les micros. Et demander à ce que vraiment on brûle les bulletins de vote et tout cela, je pense que ce n'est pas digne quand même du président Abdoulaye Wade. Et mon combat, en tout cas, serait qu'une icône sénégalaise continue à être une icône sénégalaise. Et je m'adresse surtout à ses conseillers. Je souhaite que ses conseillers puissent lui demander vraiment de revoir un peu cet élément et d'être quand même le patriarche
de la société sénégalaise et de demander à ce qu'on ait une élection apaisée. Je pense que c'est le plus important, c'est là-bas où on l'attend. Vous le savez, il a quand même déclaré sa flamme, on peut le dire ainsi, à un des candidats, notamment Ousmane Sonko, qui est ici représenté par votre vis-à-vis. Et d'ailleurs, une audience est prévue entre Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko. Est-ce que vous irez jusqu'à demander à Ousmane Sonko de condamner ces propos d'Abdoulaye Wade que vous n'appréciez pas? Je ne suis pas du genre aujourd'hui à m'immiscer dans ce que font les candidats. Ce que vous venez de me dire, vous me l'apprenez, qu'il a déclaré sa flamme. Je ne suis pas du tout au courant. Je sais qu'il a demandé à ses partisans de tout faire pour que les élections ne se tiennent pas. Et je crois qu'on est dans un pays démocratique. Il y a eu le parrainage. 5 candidats aujourd'hui sont face à face. Et je pense que ce sont ceux-là aujourd'hui qui doivent en découdre, qui doivent parler de programme. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Et je pense que si on rentre trop dans le débat du président sortant, de l'ancien président qui était là jusqu'en 2012, ça va un peu nous divertir par rapport aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Les gens nous attendent sur le débat programmatique. C'était juste sur les questions d'actualité qu'on était obligé d'aborder à l'entame de ce débat. Docteur Alioune Dione, alors il est prévu cette audience entre votre candidat Ousmane Sonko et le président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous cherchez encore le soutien du président Abdoulaye Wade et de son parti, notamment le Parti démocratique sénégalais? Bon, vous savez, le président Wade, comme le docteur Malick Diop vient de le dire, est une icône de la vie politique sénégalaise. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience. Même si on lui reproche certaines pratiques, nous l'analysons tout d'un certain sens de la responsabilité. Vous savez, en fait, quand on est responsable, on ne démissionne jamais. Et sous cet angle, moi, je ne dis pas que Wade ne doit pas en fait continuer à faire de la politique dans la mesure où nous, au niveau de PASTEF, le président Sonko a eu à le dire. Si on compare les 3 présidents qui sont passés ici au Sénégal, le président Senghor, le président Diouf et le président Macky Sall, les 4 présidents, nous avons pensé que Abdoulaye Wade est en fait le président le plus patriotique. Il est un grand patriote pour nous. Et nous, notre idéologie, c'est le patriotisme. C'est-à-dire, sous cet angle, il y a une certaine convergence entre nous à PASTEF et l'attitude patriotique du président Wade. Sous cet angle, il est tout à fait normal. On n'est plus au temps où tous les anciens chefs d'État doivent être fusillés, pour reprendre cette expression de Ousmane Sonko il y a un petit moment. Voulu travestir en fait des propos que le président a tenus dans un contexte bien déterminé à travers un langage imagé. Vous êtes en communication. Il a voulu montrer la gravité de la malgouvernance. Et il a dit que c'est l'équivalent de ça. On le voit partout. Même dans les livres saints, on voit qu'on utilise ce langage imagé pour caractériser en fait la gravité de certaines choses. Mais ce n'était pas dans l'approche de vouloir fusiller ou de faire montre d'une certaine violence. On n'est pas violent, on est très humaniste à PASTEF. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé que l'urgence présentement fait que une personne comme Abdoulaye Wade, à notre humble avis, est la personne la plus expérimentée actuellement dans la vie politique sénégalaise. Pour les 26 ans qu'il a conduit dans l'opposition jusqu'à accéder au pouvoir. Et pour les années durant lesquelles il a géré le pouvoir. Et sous cet angle, on ne peut pas en fait présager exactement de ce que le président Sonko va en fait dire au président Wade ou ce qui va en sortir. Mais dans tous les cas, c'est normal que le président Sonko s'approche de lui, d'autant plus que Wade l'estime beaucoup et il l'a dit. Et il se voit en Sonko à travers son courage, sa démarche et beaucoup de choses. Docteur Alioune Dione, merci. Charles Faye, nous avons voulu ce débat, bien entendu. On restait sur des faits d'actualité, mais c'est surtout
pour aller au-delà du simple discours politique, être dans ce qui peut amener ce pays de l'avant sur l'économie, sur les réalisations, sur les projets, surtout sur les perspectives. Aujourd'hui, est-ce que dans ce qu'on a déjà vu dans cette campagne, on a presque bouclé, on va boucler la première semaine de campagne. Allez, les petites phrases sont sorties, mais il faudrait dès à présent que les grands projets, les visions sortent pour que les Sénégalais puissent choisir. Où vous êtes sur cette façon de voir, la campagne ne permet pas aux Sénégalais de choisir. Pour le moment, on n'a encore rien vu pour choisir. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais si vous permettez, Ablaye, moi, j'aimerais bien que l'on... Juste une petite provocation que je vais envoyer peut-être aux deux. Au docteur Malik, est-ce que le président, quand il parle comme il l'a fait, mais il est revenu à Touba avec d'autres... quand même, il a revu à la baisse, ça, il est revenu pour parler d'apaisement. Mais est-ce que le président n'a-t-il pas atteint un objectif en mettant une pression sur Benno Bokk Yakaar en disant si vous n'organisez pas des élections transparentes, libres et crédibles, il n'y aura pas d'apaisement. Et la question justement, sachant que Sonko lui ressemble peut-être par la tempérance et véhiculant beaucoup de jeunes, peut-être qui seraient très proches de Sonko, est-ce que ce n'est pas une manière de lui dire, mais Sonko, l'apaisement, si tu ne l'as pas, est-ce que tu ne devrais pas agir par rapport à cela? Est-ce que vous n'avez pas une lecture par rapport à ça? Et si c'est le cas? Oui, moi je voudrais parler de deux choses sur la question que Charles, tu viens de poser. Mais je suis un peu étonné quand même par rapport à l'intervention du Dr John. Hein. Je dis ce que je pense sur ce plan. Je pense que la politique, c'est d'abord la mise en œuvre des politiques publiques, mais il y a une vision. La vision, elle est importante. La vision doit être claire dans ce qu'on fait. Les orientations doivent être claires. Et moi, je suis un peu désorienté par rapport à son propos concernant le président Abdoulaye Wade. Parce que je pense que son candidat, le dit d'ailleurs, c'est le candidat anti-système. Le système, il a toujours été incarné par le président Abdoulaye Wade. Si on parle de système, il a incarné le système dans la mise en œuvre, dans toute sa vie politique. Mais au-delà de cela également, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'il y a des enjeux politiques, parler de convergence à ce moment précis. Parce que quand il n'y a jamais eu de convergence depuis le début, et c'est à ce moment qu'on parle de convergence, je pense que ça, c'est pas bon. Également, on ne peut pas dire qu'il y a un contexte qui permette à un candidat de parler d'une certaine manière et un autre contexte qui puisse lui permettre de parler d'une autre manière. Ça devient de la politique politicienne. Et je pense que quand on est politique, on parle d'homme d'État, il faut être constant sur ce plan. Et je trouve qu'il y a de l'inconstance à ce niveau-là. Et ça, il faudra nous l'expliquer, il faudra l'expliquer aux populations. On ne peut pas aujourd'hui parler de fusiller quelqu'un et demain dire, parce qu'il y a des enjeux politiques, on ne fusille plus la personne, on discute avec la personne aujourd'hui, elle est toute fraîche parce qu'elle a été lavée avec de l'eau. Bon, chacun est libre de voir comment il oriente sa vision, mais je pense qu'il y a une incohérence totale par rapport à cela. Concernant la question de Charles, je crois que le président Wade, c'est un politique avéré, hein. Il lance des ballons de sonde et sur la base des ballons de sonde, il voit un peu la réaction des populations et en fonction des réactions, il prend une orientation ou une autre. C'est quelqu'un qui a l'habitude aujourd'hui parfois de cligner à gauche et de tourner à droite. Donc c'est une habitude venant de lui. Mais je pense que ça ne peut pas aujourd'hui mettre une quelconque pression à Benno Bokk Yakaar parce que tout simplement Benno Bokk Yakaar est en train de dérouler sa campagne. Mais l'État du Sénégal d'une manière générale a tout fait aujourd'hui pour que les élections soient apaisées, qu'il y ait un dialogue vraiment entre les partis politiques, que le parrainage se fasse de la meilleure manière possible et que finalement, au finish, on se retrouve avec une élection apaisée, avec un contribuable sans trop de pression, parce que
la réalité aujourd'hui du parrainage, c'est qu'on ressort avec 5 candidats qui sont légitimes parce que tout simplement, ils ont réussi à passer l'étape du parrainage. Des Sénégalaises et des Sénégalais sont tombés d'accord pour que ceux-là puissent concourir au suffrage des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc c'est de manière légitime que ces 5 candidats iront aux élections. Et à côté, c'est le contribuable sénégalais qui en sort ragaillardi. Hein. Je vous donne juste un exemple. On aurait eu 137 candidats avec X milliards. Ça peut nous permettre facilement de construire un hôpital de niveau 3. Donc aujourd'hui, les choses se passent très bien. L'État fait ce qu'il a à faire. Benno Bokk Yakaar fait sa campagne. Le président Macky Sall est en train de faire le tour du Sénégal. Les foules sont énormes. Et je pense que c'est ce qui est important. Il est en train de parler de son bilan et des perspectives. John, je vous permets de réagir juste sur les contradictions de vos discours que relève votre vis-à-vis et puis on passe à autre chose. Tout à fait. Bon, je vais réagir rapidement et ensuite revenir sur le programme parce que ce sont les 2 éléments qu'il a évoqués. Allez-y. Nous sommes en fait un parti très constant. Présentement, dans le paysage politique, moi, je trouve en termes de démarche, en termes d'approche, en termes de méthode, je trouve que PASTEF n'a pas d'égal dans le champ politique. Tout simplement parce que cette constante dont nous parlons, aussi bien dans les méthodes que dans l'approche, très tôt, on a identifié, on a fait un parcours de la vie politique sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris, par exemple, Mamadou Dia comme référence, nous avons pris Cheikh Anta Diop comme référence, nous avons pris Thomas Sankara comme référence. Voilà. Et tout cet angle, par rapport aux différents présidents qui sont passés, je dis que nous sommes pas, en fait, nous ne critiquons pas le libéralisme ni le socialisme, mais nous ne nous réclamons pas. Compte tenu de ce que nous avons appris dans l'histoire politique du Sénégal, on ne va pas en fait s'identifier à travers ces idéologies que vous-même vous ne respectez pas. Les socialistes n'ont jamais été socialistes, les libéraux n'ont jamais été libéraux dans leur démarche. Et la raison pour laquelle nous on s'est dit qu'il y a une réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui fait qu'on doit se repérer à cela, et c'est le patriotisme, c'est le développement. Notre idéologie, c'est comment développer ce pays, comment défendre les intérêts de ce pays. Et nous avons vu qu'à travers Senghor, dans une certaine mesure, nous avons vu les raisons pour lesquelles Senghor a voulu écraser Mamadou Dia. Mamadou Dia était beaucoup plus patriote que Senghor. Nous avons vu qu'Abdou Diouf n'avait pas une vision. Ce que Abdoulaye Wade a comblé quand il est venu. Et nous avons vu que de tous ces 3 présidents, Wade a été le meilleur. Il est le plus patriote. Et la convergence dont je parle, ce n'est pas par rapport au système. C'est par rapport au patriotisme. L'incarnation du système, malheureusement, c'est l'actuel président, Macky Sall. Pour la bonne et simple raison que, je vais vous dire, on peut en profiter pour aller dans le sens du programme. Macky Sall est en train de parler de bilan. Mais saviez-vous que Macky Sall n'a pas de bilan en réalité? C'est-à-dire? Ou du moins, il n'a pas de bilan. Je vais vous dire pourquoi. Il exhibe quand même ses réalisations. Non, je vais vous donner. Le bilan n'est pas réalisation. Malheureusement, c'est la confusion qu'on a entretenue à travers la presse. Macky Sall n'a pas de bilan. Et vous avez, quand je vais lui donner un bilan, ce sera catastrophique. Le bilan s'appréhende sur le plan politique de 2 manières. Soit sur l'approche politique, soit sur l'approche économique. Le bilan politique pour un candidat sortant, c'est quoi? C'est tout ce que tu as proposé avant d'avoir le pouvoir comme projet de société et sur la base de laquelle on vous a octroyé les voix. C'est ça votre bilan. Et c'était 5. Il avait parlé de restauration, premièrement, des valeurs de la République. On parle actuellement de gestion clanique, de népotisme. Il avait parlé de bonne gouvernance. Nous avons la pire gouvernance, la malgouvernance. C'est dommage que je n'ai pas amené tous ces documents-là. Mais je l'ai en tête. Je peux vous donner tous les éléments de malgouvernance. C'est la pire gouvernance de l'histoire du Sénégal. La patrie avant le parti. Jamais une patrimonialisation de la chose publique de l'État n'a été aussi décriée. Actuellement, c'est le président, excusez-moi du terme, le plus insulté. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous, à PASTEF, nous voulons que le président se démarque de son statut de chef de parti. Et il a parlé de réduction des comptes. Et vous avez vu, il en a fait un élément de chantage politique et de promotion de la transhumance. La preuve, une seule parmi dans cette liste de 26 personnes a été entendue pour simplement l'éliminer par la suite Khalifa au moment où il y a des scandales énormes
qui ressortent des rapports de l'IGE, du CENTIF, etc., etc. Et tout cet angle, si vous regardez tous ces éléments, vous allez voir que donc le bilan politique, c'est ça le bilan politique. C'est ça, il devait nous répondre sur ça. Le candidat sortant, en fait, son bilan, c'est l'évaluation. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Là, c'est nul. L'autre aspect du bilan, c'est l'aspect économique. Si vous prenez maintenant l'ensemble des scandales, vous évaluez l'effectivité du budget dont on parle, vous allez voir que là, on a un budget négatif. Autrement dit, les réalisations dont on parle et qu'on a voulu maintenant faire comme étant un bilan et qui, en réalité, ne sont qu'un bilan de contournement. Parce que je vous ai donné ma voix pour restaurer les valeurs de la République, pour la bonne gouvernance. Vous ne l'avez pas fait. Et vous précipitez faire des réalisations qui ne sont même pas achevées en réalité. Et puis la preuve que mon cher docteur Malik ne pourra pas démentir est que les 3 projets les plus budgétivores ne se trouvent pas dans le PSE. Ils ont un plan, mais en réalité, ils font du pilotage à vue. C'est ça en réalité la gravité de ce que Macky Sall est en train de faire. Et raison pour laquelle, voilà, il se précipite à faire des inaugurations. Même l'avion qui était là, voilà, est reparti. Voilà, on va rester dans ces généralités-là, on rentrera plus en profondeur. Malick Diop, il n'y a pas grand-chose qui semble trouver grâce aux yeux de votre vis-à-vis. Hein. Sur les 5 points qu'il venait de citer, si vous pouvez les refaire, mais sur la bonne gouvernance, il en a parlé avec ces éléments qu'il donne. Sur la façon de gérer la patrie avant le parti, comme il le dit, sur la reddition des comptes. Qu'est-ce que vous pourrez lui répondre très rapidement? Oui, tout de suite, je vais aller vers ça, mais je pense que le débat, il est intéressant. Un débat, il est politique, il est économique, et je pense qu'il est important qu'on puisse aller au-devant des prises de position. Et je répète, ils ne sont pas clairs par rapport aux prises de position. J'ai posé une question très claire. Sur la réponse du docteur John, je me retrouve dans le cadre d'une ambiguïté, mais terrible. C'est pas, j'ai rien dit quand il a parlé d'icônes en parlant de certains. Il a parlé de Mamadou Dia, il a parlé d'autres icônes qu'ils considéraient eux comme icônes à un moment donné. Mais pendant qu'ils considéraient cela comme icônes, à ce moment précis, ils jetaient la pierre sur les anciens chefs d'État qui étaient là, dont le président Abdoulaye Wade. L'inconstance aujourd'hui, c'est de jeter la pierre sur quelqu'un aujourd'hui et demain, de l'aduler. Parce qu'il y a des conséquences, il y a des enjeux politiques. Venir dire que maintenant on l'adule, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, c'est quelqu'un qui est... Parce que tout simplement, on veut aller vers son électorat. Je veux qu'on soit constant par rapport au Sénégalais. Je veux que, si on parle de changement, parce qu'aujourd'hui, eux, ils parlent de changement. Le changement, c'est un processus important. Dans le cadre des théories économiques, quand on parle de changement, la meilleure méthode sur le plan des processus de changement, c'est qu'on arrive à ce qu'on appelle, on commence par le Burning Platform. Burning Platform, c'est le système qui a été mis en place dans l'école américaine en disant que quand on change, c'est comme dans une plateforme pétrolière, quand une plateforme pétrolière qui s'apprête à exploser. Ceux qui sont à l'intérieur sont obligés de passer par les fenêtres et sauter. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une urgence à ce que le changement arrive. Au Sénégal, il n'y a pas du tout d'urgence, en tout cas aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Je vais y revenir. Il a parlé d'un certain nombre de choses. Quand je parle d'incarnation du système, je suis désolé. Il a un candidat qui a été dans le système pendant longtemps, qui a duré dans le système. Et je m'étonne que pendant cette période-là, il n'ait pas, en son temps, eu à prendre conscience qu'il fallait dénoncer les éléments du système, mais surtout rester dans le système, continuer à travailler dans le système. A commencé à parler de ce système que lorsqu'il est quasiment donc, sorti du système. Ça me pose problème, moi, dans le cadre de l'analyse. Maintenant, revenons au bilan, surtout par rapport au bilan politique et au bilan économique. Je crois qu'aujourd'hui,
Dans le cadre du bilan, aussi bien sur le bilan politique, l'opposition peut dire un certain nombre de choses, mais il est clair que les orientations qui ont été prises en compte sont des orientations qui sont liées à énormément de choses. D'abord, le plan Sénégal émergent, je dis bien, intègre effectivement les projets structurants et les réformes qui ont été qui sont en train d'être mis en œuvre et qui ont été déclinés dans le cadre du plan d'action prioritaire numéro 1 qui a été fini au 31 décembre 2012 et nous enchaînons sur le plan d'action prioritaire qui va jusqu'en 2023. Sur cet état de fait, avant de revenir sur les éléments qui concernent la bonne gouvernance, nous parlons d'abord économie parce que le plan Sénégal émergent, c'est trois volets très importants. Le premier volet, c'est le volet purement économique. Le paradigme, changement de paradigme, transformation structurelle de l'économie, les investissements, les exportations. Mais qu'est-ce qui fait, excusez-moi, après vous répondrez, qu'est-ce qui fait qu'on passe du Yonou Yokote sur la base duquel on a fait la campagne pour arriver au port en 2012, c'est super logique. Qu'on arrive après au PSE? C'est super logique. C'est pour ça que je dis la gestion des affaires de l'État, il faut connaître. Il faut savoir comment analyser des politiques publiques. Au-delà de l'analyse des politiques publiques, travailler sur les politiques publiques et mettre en œuvre. Le programme cohérent qui était le Yonou Yokuite, qui a été additionné aux différents programmes des candidats, qui étaient le président Moustapha Niasse, le président Ousmane Tanor Dieng, Abdoulaye Bathily, etc. Donc tous ces acteurs politiques qui ont eu à travailler sur la compilation des programmes et bien entendu le programme des assises nationales où moi j'ai été un des acteurs étant le coordonnateur de la communication, les échos des comités. C'est moi-même qui les écrivais dans le cadre des assises nationales auxquelles nous avons participé du début à la fin. Donc la compilation de l'ensemble de ces éléments a été pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Maintenant, sur les politiques économiques, il existait ce qu'on appelle la stratégie de développement économique et social, qui était axée très souvent, en majeure partie en tout cas, sur les documents de stratégie de lutte contre la pauvreté. C'était un paradigme, mais pas un paradigme qui, sur le plan économique, pouvait amener le Sénégal vers l'émergence. Quand vous prenez ces différents programmes, avec les acteurs qui sont les administrateurs qui sont au niveau du Sénégal, les administrateurs civils qui ont travaillé sur ça. C'est des acteurs qui ont travaillé avec, bien entendu, le cabinet McKinsey pour mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent en 2014. Et c'est là que le paradigme économique a totalement changé. Donc c'est l'inclusion effective du Yonou Yokote et des différents programmes des différents candidats, plus maintenant les acteurs qui ont travaillé sur le plan Sénégal émergent pour la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons trouvé une économie extravertie. Nous avons trouvé une croissance économique à 1,5 avec un déficit budgétaire constant qui tournait autour de 6,57% en 2012. Le plan Sénégal émergent déroulé a permis déjà, avant le plan Sénégal émergent, de travailler sur la dette. Parce que le service de la dette était important. Aujourd'hui, le service de la dette, je vous donne un exemple, 57% du service de la dette est issu de la dette contractée par l'ancien régime. En 2006, le Sénégal avait 70% de dette dans le cadre, par rapport au PIB. Nous avons bénéficié du rééchelonnement de la dette, mais également de la levée d'une partie de la dette en 2006, liée à l'initiative PPP. Tous les pays PPTE avaient bénéficié de cela. Donc nous sommes passés en 2006 de 78% à 27% dans le cadre de la dette. Entre 2006 et 2012, le président Abdoulaye Wade a ramené 19% en plus par rapport à la dette et on est arrivé à 40%. Jusqu'à aujourd'hui, on est à 47%. Il avait des projets structurants aussi. Non, il n'y avait pas du tout de projets structurants. Mais docteur, j'aimerais quand même qu'on en revienne à un phénomène qui s'est passé en 2012. Pour la première fois, nous avons le baril du pétrole, et depuis lors, ça dure, qui passe de $120 quand même d'abord jusqu'à sous les $30 et aujourd'hui se stabilise entre 58 et $60. Ça veut dire donc en termes de devises par rapport à la facture pétrolière, il y a un impact très favorable à la gouvernance. Vous savez qu'aujourd'hui, sur ce plan, si on avait suivi uniquement les inflations sur le baril du pétrole, aujourd'hui, il allait y avoir, si les programmes sociaux n'étaient pas pris en compte,
parce qu'on parle aujourd'hui des grands éléments en parlant de libéralisme, de socialisme, etc. Il est important aujourd'hui de parler dans le cadre de la gestion, de prise en compte des éléments sociaux, de l'inclusion. Si on n'avait pas pris en compte les éléments de l'inclusion, le prix du carburant à la pompe allait augmenter. Tout simplement parce que quand on suit l'augmentation du baril à un moment donné, le prix allait augmenter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on se dit souvent subventionner les prix du carburant, on se dit souvent jusqu'à quand? Et je reviens sur les éléments économiques et les résultats. Et les résultats, parce que je pense que c'est des éléments importants. Aujourd'hui, sur 4 ans, on a dépassé 6% de croissance, sur 4 ans, de manière permanente. Et sur les projections sur le PAP 2, on ne doit quasiment plus être sous 6% pendant cette période-là. Parce que c'est la croissance aujourd'hui qui détermine la production, augmentation de la production. C'est l'augmentation de la production qui détermine surtout l'augmentation spécifique des éléments qui permettent à l'employabilité et à l'emploi. Le deuxième élément également, c'est les types de dettes qui existaient avant et maintenant. Avant, c'était des dettes très courtes et avec des taux très élevés. Maintenant, c'est des dettes concessionnelles et une grande partie aujourd'hui du budget de l'État est pris en compte par rapport à nos recettes propres. Même dans la phase du PAP 2, une grande partie aujourd'hui a été financée sur fonds propres. Donc, c'est des éléments aujourd'hui qui sont importants à prendre en compte dans le cadre des résultats. Le bilan, il est important parce que tout simplement un bilan sur le plan économique et sur le plan social doit prendre en compte les préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais. Les Sénégalaises et les Sénégalais voulaient quoi? Voulaient une couverture maladie universelle plus importante, que les Sénégalaises et les Sénégalais, là où ils sont, aient l'offre de soins de qualité. C'est le cas aujourd'hui dans le cadre du programme mis en place par le plan Sénégal émergent, qui permet sur les établissements publics de santé de niveau 3, sur les EPS 1, sur les postes de santé, sur le centre de santé, sur les structures d'urgence, de mettre en place un système permettant l'accès aux soins en termes d'offres de soins. Au-delà de l'accès de l'offre de soins, prendre en compte des couches vulnérables comme les 0 à 5 ans, qui sont pris en compte aujourd'hui dans le cadre de la couverture maladie universelle, parce que c'est une couche vulnérable importante. Les femmes enceintes, pris en compte dans le cadre de l'accouchement, dans le cadre aujourd'hui de tout ce qui est césarienne. La pathologie qui est une pathologie importante aujourd'hui, c'est le diabète et l'hypertension artérielle, et qui, comme conséquence, entraîne des insuffisances rénales au Sénégal, qui est une catastrophe depuis très longtemps. Cette prise en charge gratuite de l'insuffisance rénale, c'est quand même une avancée importante dans un pays comme le Sénégal. Attendez, donc tous ces éléments... si vous le dites quand même, aux plus de 3000 hémodialysés qui attendent leur tour pour passer dans la région de Dakar, ou quand même sur un potentiel de 4000 hémodialysés, on en est à une prise en charge de 600. Mais c'est énorme. Oui. Vous savez combien d'hémodialysés sont en train de... Rien que dans la région de Dakar, on a une liste de 4000 pour 600. Vous êtes dans le milieu, bien sûr. Je fais le tour de beaucoup de pays industrialisés, dont les États-Unis, dont la France, etc. Vous savez combien d'hémodialysés en termes de pourcentage sont en attente sur le plan international même de dialyse, mais c'est un taux extrêmement élevé. C'est pour ça que je dis, au Sénégal, très souvent, ce qui n'existait pas, parce qu'il y avait zéro avant, en 2012, il n'y avait aucune prise en charge. Je dis bien, il y avait zéro. Aujourd'hui, sur ce plan, donc, il y a quand même énormément d'avancées. Et les chiffres que vous êtes en train de donner, c'est des chiffres qui n'existaient pas. Mettez la comparaison entre zéro et les chiffres que vous verrez aujourd'hui les avancées qu'on... Mais moi, j'aimerais, docteur, quand même qu'on revienne sur certaines constantes que peut-être qui n'existaient pas en 2012. Oui. Et le Sénégal a bénéficié depuis 2012 d'une manne considérable en termes de factures pétrolières, et ça, il faut qu'on l'accepte. Oui. Quand on regarde, quand on passe de $120 le baril à $20 et jusqu'à monter à $50, je veux dire, c'est inespéré en termes de... Mais la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est que par rapport à vous, ça veut dire
quelle politique appliquer? Quelle est votre approche? Est-ce que c'est une approche libérale? Est-ce que c'est une approche socialiste? Parce que de ce point de vue aussi, c'est bien de critiquer ce qui est en train d'être fait ou a été fait par le président Macky Sall, son régime. Mais vous, qu'est-ce que vous apportez en bénéficiant toujours de ce contexte de pétrole qui, on espère, ne va pas augmenter? Qu'est-ce que vous apportez? Et je me permets de compléter, si Charles le permet, bien sûr, avec un élément d'engagement de campagne du candidat Ousmane Sonko qui dit qu'il reviendra sur tous les accords, toutes les conventions signées par le régime en place. Mais c'est pour mettre quoi à la place? Et est-ce que vous avez une vision claire de tout ce qui a été signé, notamment en matière de ressources extractives? Ça revient toujours à la constante, le patriotisme. Comme je le disais, j'y viens, voilà, je vais vous donner ça, ne vous en faites pas. Je vais en profiter d'abord pour dire que, voilà, ils ont tendance à dire que, voilà, Sonko a voulu fusiller Wade. Sonko, il faisait très rapidement, il parlait, vous savez, quand il y a malgouvernance, ce n'est pas forcément le président. Toutes les personnes qui occupent en fait des postes de responsabilité, qui gèrent la chose publique et qui font preuve vraiment d'une irresponsabilité par rapport à l'argent du contribuable. Tout cet angle. Je veux juste comprendre, c'est pas pour vous couper. Ça veut dire qu'il ne parlait pas des présidents. Il ne parlait pas des chefs d'État. En fait, parce que moi j'ai bien entendu, j'ai regardé la vidéo. En fait, ce qu'on a voulu faire ressortir en réalité, c'était la malgouvernance. Autrement dit, ceux qui gèrent en fait l'argent du contribuable. Autrement dit, je l'ai dit, Sonko n'a pas dit qu'il faut prendre ses présidents et les fusiller. C'est-à-dire qu'il a utilisé un langage en fait imagé. John, si vous voulez, on va dépasser ce débat. On va dépasser ce débat. Il a dit, on va dépasser ce débat. Vous pouvez poursuivre votre raisonnement. Moi, je considère ce qu'il a dit. Il a dit que... On va essayer de laisser une petite phrase, d'accord? Effectivement, Sonko a dit que quand la polémique a été enflammée, il a dit que moi, je n'ai pas voulu dire qu'on va tuer ses présidents, mais j'ai voulu ressortir. Mais ça, c'est le juste. John, voilà. OK, on va se mettre d'accord. Ça, c'est... Sonko n'a pas l'intention de tuer qui que ce soit. D'accord, je précise. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui. Je précise. Même avant. Aujourd'hui, on n'a plus. Je précise. Même avant, on utilise les termes. On veut vraiment... Non, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Si vous me dites qu'il n'a plus l'intention de publier... Je vais essayer de faire avancer. John, je vais essayer de faire avancer. On veut vraiment faire un débat sur les petites phrases, d'accord? Vous ramenez le justificatif, d'accord? Mais il avait effectivement, il avait effectivement dit que tous ceux qui ont dirigé le Sénégal. Nous avons 52. Permettez-nous d'avancer. Je vous donne raison sur un plan. D'accord, permettez-nous quand même, on l'a considéré comme... Le temps étant précieux. Non, permettez-moi 52 minutes. Il ne faut pas qu'on s'attende. Parce que ça les arrange. Eux, ils veulent mettre Sonko en mal avec le président Wade. Mon note et les Sénégalais. Sonko aime Wade. Wade aime Sonko. Il ne veut pas le fusiller. Il n'avait pas l'intention. Donc il ne veut plus. Même avant, il ne voulait pas. Voilà, quelle est l'approche? Voilà, maintenant, l'approche, vous savez, nous, en fait, on a fait le diagnostic du mal économique du Sénégal. Tout peut être en fait, disons, agrégé autour du concept de patriotisme. Autrement dit, il y a des gens qui sont là en réalité, mais qui ne font rien pour aller vers une économie véritablement émergente, une économie véritablement soutenue, une économie qui en réalité, sur le plan des agrégats macroéconomiques, est tenue de manière structurelle par des éléments endogènes. C'est ça, en fait, ce que nous voulons, en fait, corriger. Vous savez, je vais vous donner ce que nous comptons faire sur ce plan. Le président Sonko a reproché au président Macky Sall, au régime actuel, de n'avoir pas une politique industrielle. Et vraiment, on remercie Dieu parce qu'il semble que Macky a bien compris ce message de Sonko et maintenant il parle d'industrialisation. Alors, nous, notre approche, on va soutenir l'essence même, le sens même de la politique libérale et la finalité de la politique socialiste. C'est quoi? Autrement dit, ce sont les entreprises. Je ne comprends pas. Ce sont les entreprises qui créent la richesse. Il faut renforcer les entreprises. Vous avez une économie
J'y viens, écoutez-moi, je vais vous donner les éléments. Oui, je suis à l'aise parce qu'on parle économie. Oui, on parle économie, je suis à l'aise, mon cher. Vous allez renforcer les entreprises. On va renforcer les entreprises tout simplement parce que nous pensons que d'abord, pour créer de la richesse, il faut que cette richesse soit tirée par les entreprises, ce qui n'est pas le cas présentement. Vous parlez des entreprises nationales. Voilà, par les entreprises nationales. Oui, quand vous créez, écoutez-moi, laissez-moi. Quand vous créez, je suis à l'aise sur ça, monsieur. Je suis économiste et politologue. Oui, d'accord. Je suis spécialiste des politiques du développement. Mais moi, je veux comprendre. Je suis sénégalais, citoyen sénégalais. Non, laissez-moi continuer rapidement. Soutien agrégat aux éléments endogènes, etc. Voilà, j'y viens. Je vous ai donné. Bon, c'était pas dit comme ça. Oh là là. Non, laissez-moi continuer rapidement. Alors, je vous ai donné 3 références tantôt. Je donne l'exemple de Mamadou Dia. Vous savez, le Sénégal avait pris la trajectoire du développement. Malheureusement, comme on dit, il y a des hommes politiques qui n'ont pas voulu véritablement un développement. Ne remuons pas le passé. Allons directement sur J'y viens. Parce que pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que tout simplement, c'est ça que nous voulons en fait prendre comme modèle. Mamadou Dia, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'une approche que vous n'avez pas. Cette approche, c'est tout simplement parce que actuellement, on a parlé du problème de l'arachide. L'agriculture sénégalaise n'a pas été optimisée. Tout simplement parce que les paysans, vous parlez de 1 400 000 tonnes, mais en réalité, il n'y a pas en fait l'impact par rapport au vécu des paysans, mais aussi cet arachide-là, en fait, n'est pas en mesure de tirer notre économie à travers des valeurs ajoutées. Ça, vous êtes d'accord avec moi au moins sur ce plan? Non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, vous m'avez parlé de... Maintenant, tout cet angle, il n'y a pas d'impact. Laissez-moi développer. Maintenant, quelle est l'approche qu'on va faire? On va en fait prendre une approche de coopérative agricole à travers les paysans. L'industrialisation va en fait être à cheval entre l'agriculture, autrement dit, nous allons partir de l'agriculture qui est portée par du secteur primaire pour créer une industrialisation qui va en fait constituer le prolongement même de cette valeur ajoutée qu'on va pouvoir obtenir pour avoir une économie qui en fait sera endogène. Autrement dit, l'agriculture sera, écoutez-moi, l'agriculture sera simplement le moteur. L'agriculture qui... Je comprends. L'agriculture sera le moteur. C'est important que Malik comprenne. C'est un spécialiste, un économiste. L'agriculture... Écoutez-moi, mon cher. L'agriculture sera le moteur de notre politique. Comment? Parce que l'agriculture va en fait permettre le secteur primaire. Vous savez, les superpositions entre le secteur primaire... Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. À partir du secteur primaire, en maîtrisant l'eau, comme on l'a dit, on va revitaliser les vallées fossiles. On va maîtriser l'eau. On va le faire, c'est prévu. Non, laissez-moi continuer, mon cher. Mais docteur, mais si on ne le fait pas, on veut continuer à dépendre de l'agriculture sous pluie. On n'aura pas une agriculture efficace, mon cher. On a assez d'eau qu'il faudrait utiliser. Maintenant, cette agriculture-là va être en fait le socle même de l'industrialisation. Vous savez, on n'a pas besoin de fonds assez considérables pour avoir une unité, un tissu industriel plus ou moins léger. On n'a pas besoin d'industrie lourde pour tirer en fait ce qu'on a pu avoir à partir de l'agriculture. Vous parlez de la transformation des produits, c'est ça? Exactement. Ça n'existe pas. On n'a pas en réalité une politique. Vous, à votre niveau, vous n'avez pas une politique. Parlez de vous. Vous devez parler de votre programme. Non, de notre programme, c'est ça. De mon bilan et des perspectives. Nous, dans notre programme... Je ne comprends rien à ce que vous venez de dire. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous dites, on va pousser le secteur primaire. Non, vous ne voulez pas comprendre. Nous, notre politique économique sera basée sur l'industrialisation. Oui, comment? Une industrialisation
libéralisation qui va être la continuité, mon cher, de la politique agricole. Comment? L'agriculture. Quelle est votre politique agricole? J'ai compris quand même que j'ai compris qu'il parle de... Il parle de termes extraordinaires. Non, cher. Je veux vous interpeller sur le docteur quand même, qui est de votre domaine. Alors, mais je suis désolé, moi je suis désolé. Non, mais vous ne voulez pas... Je pensais que vous alliez me proposer quelque chose. Malik Diop, je vous ai dit qu'on va partir des coopératives agricoles, mon cher. John, si vous permettez. Quelle coopérative? John, si vous permettez. permettez. On va organiser. Je vais vous donner un exemple très terre à terre. On va y arriver. Maintenant, comment sont organisées les coopératives agricoles? Les paysans, est-ce que présentement les paysans... Non, ne parlez pas de nous, parlez de vous. Non, oh là là, non, mon cher. Il faut écouter. Moi, je parle de ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, on va organiser, on va aller vers une approche qui va autonomiser les paysans, comment dire les agriculteurs. Comment on va le faire? On va les organiser en coopérative. Dites-moi. Alors, on va essayer d'avancer. On va faire la diversification. Docteur John, j'ai compris de votre propos. On va diversifier les filières. Les filières sont diversifiées. Les filières agricoles, mon cher. Quelle filière? Dites-moi quelle filière? Nous avons l'agriculture par rapport à... l'agriculture, c'est trop large. Écoutez-moi, non, mon cher. Quelle filière? Alors, John, excusez-moi. Alors, j'ai retenu de votre propos. Moi, je vous prends la perche. D'accord, mais Malik, ok. John, j'ai retenu de votre propos. J'ai retenu de votre propos que vous allez vers la mise en place d'unités industrielles pour la transformation des produits, de l'agriculture plus globalement. J'aimerais interpeller votre vis-à-vis parce que c'est aussi, on l'a précisé dans sa présentation, c'est aussi le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle d'exportation, on parle forcément de transformation des produits. Malik, est-ce qu'aujourd'hui, docteur Malik Diop, est-ce qu'aujourd'hui quand même, vous optimisez dans ce que le président Macky Sall fait, la transformation de toute notre production, de l'agriculture au sens le plus large. Ça peut être l'horticulture, ça peut être l'arachide, ça peut être le riz, ça peut être l'oignon. Est-ce qu'aujourd'hui vous valorisez cette transformation des produits locaux? Alors, moi je voudrais... On va essayer d'aller vite parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Oui, d'accord, on va aller très vite. Moi je vais aller très vite. Mais moi je vous dis, sérieusement, je suis déçu par Ne répondez pas. C'est votre aîné en politique. Vous rentrez en politique. Docteur, arrêtez de... J'ai essayé de comprendre ce qu'il a dit. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai compris. Je vous dis, je vous dis, prenons aujourd'hui l'agriculture sénégalaise. Mais pour dire, après je vais revenir sur ce qu'il a dit parce que c'est quand même une catastrophe. Alors, donc prenons l'agriculture sénégalaise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Au niveau de l'agriculture, c'est un problème de gestion déjà des terres arables. Parce qu'au Sénégal, on a à peu près 4 millions d'hectares. C'est 19% de la superficie du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé? On a spécifiquement parlé de filières. Filières, je dis bien. On s'est rendu compte que la consommation sénégalaise en riz était énorme. Et le problème qui se posait, c'est que quasiment la majeure partie de la consommation sénégalaise en riz, c'était de l'importation. Les quelques Sénégalais avaient des DIPA, des déclarations d'importation de produits agroalimentaires, et s'enrichissaient sur la base de ces DIPA à travers les Sénégalais qui ne consommaient pas local, mais qui consommaient étranger. Alors, qu'est-ce que le président Macky Sall a fait? Il a dit, il faut qu'on aille vers l'autosuffisance en riz. On l'a évalué, ça tournait autour de 1 600 000 tonnes, ce qui est très difficile en 7 ans. Donc on est passé de 480 000 tonnes à 1 100 000 tonnes sur cette année, avec la production interne sénégalaise. Avec le riz de la vallée, la zone de l'Anambé, tout ça, c'est des zones qui ont été défrichées, qui ont été irriguées, irriguées, parce que l'agriculture... Moi, quand quelqu'un vient chez moi au niveau de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, me dit j'ai 10 hectares, je lui dis d'accord, premièrement, mais il faut régler le problème de l'eau. Le problème de l'eau a été réglé. Non, je n'étais pas d'accord. Non. Je dis, moi, je parle de mon programme, vous n'avez pas parlé de programme. Je dis, sur cette base-là, nous avons effectivement irrigué, nous avons, à travers ça, fait des forages, nous sommes allés au niveau de la vallée du fleuve, pour permettre à des Sénégalaises et des Sénégalais de pouvoir irriguer et de pouvoir produire du riz. Nous avons travaillé également sur des projets structurants qui nous ont permis aujourd'hui de prendre beaucoup de jeunes qui ont investi dans le cadre du riz. C'est le cas du PRODAC par exemple, où c'est des domaines... Il y a beaucoup de soucis avec le PRODAC. Je reviens. Je parle de domaines agricoles communautaires qui ont produit du riz.
Alors, qu'est-ce qui a été mis à côté de cela dans le cadre de la commercialisation? Nous avons spécifié dans ce cas-là que celui qui importe, celui qui veut importer, il doit obligatoirement produire et commercialiser au Sénégal. C'est ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est un volet économique important. Deuxième volet économique important, nous parlons des filières toujours, parce que c'est plus précis que de dire agriculture d'une manière générale. Prenons aujourd'hui la filière arachide. Comment ça se passe? La filière arachide était à 400 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 1 100 000 tonnes. L'objectif, c'est quoi? 1 400 000 tonnes. 1 400 000 tonnes. 1 100 000 tonnes, c'est le riz. 1 400 000 tonnes, c'est l'arachide. L'objectif, c'est quoi? Produire plus, transformer plus, mais également exporter. Exportation. Vous exportez plus ça? L'arachide, vous l'exportez plus? Je reviens sur, vous ne pouvez pas m'expliquer comment ça s'exporte. Je vous donne les éléments chiffrés. Nous exportons précisément, de l'arachide décortiqué, avec des taux d'aflatoxine qui ont été ramenés à des taux très bas. Nous sommes le premier pays exportateur d'arachide en Chine aujourd'hui, de l'arachide brut et de l'huile d'arachide. C'est de la transformation. Et c'est des Sénégalais. Et l'impact, c'est quoi? Non, laissez-moi terminer. Il n'y a pas d'impact. L'impact, c'est quoi? L'impact, c'est quoi? C'est que moi, directeur général de la sénégalaise de promotion des exportations, je vais à Kaolack. Je vois les Sénégalaises et les Sénégalais, des femmes qui sont en train de travailler sur le fait de décortiquer, les jeunes en train de transformer. Dans le cadre des exportations, je vois des informaticiens, des commerciaux, etc. Tout cela aujourd'hui ont un impact réel du plan Sénégal émergent, et au résultat c'est une plus-value importante dans ces familles-là. C'est ça l'impact en réalité. Et je reviens sur la filière. Non, je suis désolé. Je termine, je parle de l'industrialisation. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le cadre de l'industrialisation, qu'est-ce qui se fait? Le Sénégal a pris, dans le cadre du plan Sénégal émergent, de déjà sortir ce qu'on appelle le projet des zones économiques spéciales intégrées. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays émergents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un parc industriel à Diamniadio. On n'a pas mis en place des espaces, etc. L'État a mis 35 milliards. L'État a mis 35 milliards dans le cadre du parc industriel. Résultat des courses, transformation dans le cadre du textile, transformation agricole, mais également, je vous donne juste un exemple, parc industriel. Le parc industriel, c'est une aberration. J'étais obligé de faire comme il fallait. Le temps de parole. Parc industriel, un exemple pour terminer. Il y a une société que je ne citerai pas, qui est une société chinoise. Qui va gagner le marché de l'AGOA. Oui, exactement. Donc, African Growth Opportunity Act, 49 pays étaient concernés dans le cadre de l'exportation des produits transformés aux États-Unis sur les 10 prochaines années. Ça fait 15 ans et sur les 10 prochaines années. Il y a un pays qui est sorti de l'AGOA, je ne vais pas le citer parce que c'est un pays qui a des problèmes avec les États-Unis. Et ce pays-là, aujourd'hui, a perdu une des structures industrialisées qui est venue aller là-bas actuellement au parc industriel. Vous allez voir 10 000 Sénégalaises et Sénégalais qui sont en train de travailler dans le parc industriel construit par les 35 milliards de l'État du Sénégal, construits par le budget du Sénégal, et ces Sénégalaises et ces Sénégalais sont en train de travailler pour finalement avoir des revenus Mais est-ce que ce n'est pas une part belle à la Chine? Est-ce que ce n'est pas une part belle à... Vous savez, dans la mondialisation, la Chine fait partie des pays qui investissent beaucoup plus dans le cadre des produits, des projets PPP et des parcs industriels. Nous avons un parc industriel à Diamniadio, autour à Sandiara, autour de la zone de l'aéroport de Diass, mais également nous avons aujourd'hui des pôles industriels. Le pôle industriel qui se trouve dans la zone sud, en Casamance, où on est en train de travailler, l'État est en train d'investir sur les hangars, mais également sur les éléments d'industrialisation, parce que l'énergie, on a réglé le problème. On était à 510 MW, on est à 510 MW, on est à 1100 MW, donc on n'a plus ce problème-là. Et les filières, c'est anacarde, mangue. C'est la même chose qu'on va faire au niveau de Kaolack, c'est la même chose qu'on va faire au niveau de Voilà. C'est ce que nous sommes. Laissez-moi maintenant. Non, de grâce, il faut cette fois-ci au moins me laisser. Vous avez vu, comme je dis ça, je vous laisse parler. Je vous écoute. Je ne vous pas, mais laissez-moi au moins, voilà, exprimer. Allez-y rapidement. Non, il a pris trop de temps de parole. Parce que vous n'avez pas voulu comprendre. Vous n'avez pas voulu comprendre. Vous n'avez pas voulu comprendre.
Vous n'avez pas simplement voulu comprendre. Vous me parlez du parc industriel de Diamniadio. Oui. Je suis désolé, mon cher. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire. Oui. Vous parlez dans le PSE de la transformation structurelle de l'économie. Oui. Vous n'êtes pas dans cette logique, tout simplement parce que vous avez une économie qui, en réalité, est structurellement liée à des facteurs exogènes. Autrement dit, cette économie-là, tout votre travail gravite autour du tertiaire. Parce que ce n'est pas l'agriculture, comme on l'a dit. Je suis désolé, il n'y a pas une bonne articulation, comme je disais tantôt, entre l'agriculture, l'industrialisation et les services qui vont émaner de ces deux pôles. Autrement dit, cette superposition primaire, secondaire, tertiaire, vous ne l'avez pas dans votre démarche. C'est pourquoi votre approche économique n'est pas structurelle, mon cher. Je suis désolé. C'est pour cette raison que je dis que nous, on va partir de l'approche coopérative agricole, parce que c'est l'agriculture qui va être le moteur pour nous de notre croissance économique. Nous allons former les paysans. On va en faire de véritables agriculteurs et non des paysans. Ils auront une autonomie sur le plan de la gestion, sur le plan même de la... Moi, je suis élève, vous êtes professeur. Non, ça, on a toujours fait. Moi, on est formé pour ça, par exemple. Nous, vous êtes professeur, non, John, les domaines agricoles communautaires, pour ne pas dire PRODAC, ont quand même cette vocation de faire des ouvriers agricoles. Mais en réalité, pas le cas. Je vais vous donner, nous, comment on va faire ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous, au niveau de notre parti, on a 3 mécanismes de financement de l'économie. OK. Qui, en fait qu'on va injecter chaque année 50 milliards par an. Où? Dans la création des petites et moyennes entreprises et des start-up. Dans les start-up, vous allez mettre ça. Dans les start-up, on va le faire. Vous allez couper dans quel et on va avoir ça, on va le faire. Disons on aura... Non, mais vous me laissez continuer. Docteur, on peut le laisser. Laissez-moi, moi, ce que vous dites. Moi, je ne suis pas d'accord sur tout ce que vous dites. Parce que vous faites du saupoudrage. Mais pourtant, j'ai la sagesse de vous laisser parler. Ok, d'accord. Mais au moins, laissez-moi parler. Ça, c'est bien faisable dans la part du budget. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit que vous avez un bilan économique négatif. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a perdu en termes de fonds, par rapport à la gabegie, par rapport au scandale, par rapport à la corruption, en réalité, c'est ça qui est plus important que ce que vous avez réalisé. C'est pourquoi je dis que si on fait réellement le bilan, les 25 000 milliards dont on parle, qu'on a donné, en fait, que construit le budget, en réalité, l'impact ne fait même pas 20 000 milliards. Est-ce que vous pouvez faire une question? Oui. Quelle est votre intelligence financière que vous mettrez? Une question, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas compris. Non, 25 000 milliards. Docteur. Non, je parle du budget durant cette année-là. Docteur, voilà. Alors, docteur, question de Charles, et on avance. Malik, on va laisser placer la question de Charles. Vous êtes son aîné en politique depuis 99. Lui, il arrive. Laissez-le quand même faire ses armes. Allez, John, vous laissez Charles. La question... John, moi aussi, John, on va laisser Charles. Vous savez, je suis allé sur ces questions. Je peux vraiment... Malik, on va laisser Charles poser la question. Non, vous êtes en train de dire quelque chose, mais j'aimerais savoir quelle est l'intelligence financière, parce que ce que vous prenez... Je vais vous donner un exemple très simple sur ce plan. Vous savez, sur le plan économique, vous savez qu'actuellement, nous avons, comme on l'a dit, on a une gabegie extraordinaire par rapport à cette tricherie dont on a voulu nous faire quoi par rapport au budget. Il y a une manne extrêmement importante par rapport à la chute des barils. Vous ne croyez pas au budget? Pour vous, la sincérité, il n'est pas sincère. D'accord. Il n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. J'aimerais bien pour plusieurs raisons. Le budget n'est pas sincère dans la mesure où ce qu'on a, si vous évaluez l'impact, allez demander aux experts du ministère de l'économie. Ils vous diront que, en réalité, ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé, entre-temps, il y a en vérité environ 60% en général. Ça varie autour de 50%. Je vais vous donner un exemple. Vous avez raison. Si vous regardez dans les lignes budgétaires, par exemple, les consommations, fournitures, on a souvent une quantité de fournitures en fait dépensée qui peut prendre... qui peut fonctionner un service pendant 5 ans. Il y a des agences qui n'ont pas reçu leur argent au 8e mois. Malheureusement. Non, écoutez-moi. Non, j'ai parlé de l'effectivité, mon cher. Mais parce que si vous parlez de ça, il faut nous parler du déficit budgétaire. Non. Si aujourd'hui un déficit budgétaire est réel et avéré, vous nous dites. L'effectivité. Parce que moi, je sais que le déficit budgétaire était à 6,7. Il est aujourd'hui 0,3, 3,5. Avec 0,7. On est à 3. Ce sont des chiffres. Et les critères de convergence de l'UEMOA, on est à 3.
Non. Mais je suis désolé. C'est ça que je dis. Je suis désolé. J'ai parlé d'effectivité. Le budget, écoutez-moi, le budget, quand même, vous l'utilisez pour les services publics. Oui. Et sur le plan de l'effectivité, je dis bien que, en fait, ce que vous nous dites, que vous avez en fait engagé par rapport au budget, ça ne reflète pas la réalité. Il n'y a pas de sincérité, mon cher. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Non. Par rapport même aux fournisseurs, ce que je dis, par rapport sur des éléments clairs, économiques. Mais docteur, je vous ai dit que vous n'avez pas exécuté à 60% ce budget. Docteur, il y a des on va essayer de finir cette émission comme on l'a commencé. De toute façon, les Sénégalais nous regardent. Bon esprit. Quand même, un débat, il est important. Moi, je m'attendais, sérieusement, je m'attendais à un débat où vous alliez nous faire des propositions. Parce qu'on m'a parlé du fait que vous avez écrit le programme. Non, je ne dis pas que... Non, c'est pas une personne. C'est pas une personne. Je suis à l'aise. Vous savez très bien, le programme n'est pas écrit. Vous savez très bien que le programme n'est pas écrit. On n'a pas dit que j'ai écrit. Comment un parti? Malick Diop, je pense que vous savez très bien comment un programme se fait. Moi, je viens de comprendre les politiques politiciennes. Voilà. Je crois que ça n'a rien à voir. On va essayer d'avancer. Et je pense que c'est ce qu'on a fait aussi. Ici, on parle précisément d'économie. Je pense que vous avez eu un débat très... Mais pourquoi je te dis effectivité et vous ne voulez pas, en fait, corroler budget et effectivité? Parce que le budget n'est pas effectif, ça veut dire... Je suis désolé. Non, je ne parle pas... Alors, je ne parle pas de préporerie. Docteur Alioune John, j'ai envie de vous entendre. Je parle de l'effectivité du budget. Je vous ai dit. Je suis désolé. Si vous avez dit que, si vous dites que vous avez mis 20 000 je vais essayer de finir cette émission. Et que c'était 20 000 francs qui constituent la prévision. Si en réalité, non, il y a un problème. On va essayer de finir cette émission. Charles, on n'est pas à Giancarlo, d'accord? On va essayer de finir cette émission. J'ai envie de vous entendre tous les deux. Je soumets une proposition, c'est tout à fait le hasard, d'un candidat, Ousmane Sonko, qui dit, quand il sera élu, les postes de directeur général à toutes les grandes entreprises seront soumis, appel à candidature et une shortlist soumise au président pour décision finale. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que, après les élections, si votre candidat est élu, qu'on peut expérimenter? Ça vous paraît pertinent? Non, nous, on n'expérimente pas. Vous êtes directeur général déjà d'une agence de l'État. Non, nous, on n'expérimente pas. D'accord, ça ne vous paraît pas pertinent? Cette proposition ne vous paraît pas pertinente? Non, on est dans l'action. Vous parlez. Je veux vous entendre. Je vous donne mon exemple. Oui, sur la proposition, oui. Je vous donne mon exemple. Oui. Moi, je suis directeur général d'une agence d'exécution de l'État. Moi, je suis administrateur privé en termes de diplôme, administrateur public en termes de diplôme. Et sur ce plan, dans la mise en œuvre, c'est-à-dire l'expérience accumulée, ayant l'expérience accumulée de la gestion des affaires de l'État, étant ordonnateur pendant 5 ans dans le cadre d'une collectivité territoriale, etc., plus maintenant la gestion privée. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand on élit un chef d'État, c'est la personne morale de l'État. C'est à charge pour le chef de l'État de voir dans le cadre de sa vision, avec le Premier ministre dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision, quelles sont les personnes à même de mener à bien ces politiques. Aujourd'hui, moi je suis dans... Là, c'est le clientélisme politique. Pourquoi ne pas faire des appels à candidature? Moi je suis aujourd'hui gestionnaire d'un secteur d'activité qui s'appelle les exportations du Sénégal. En 5 ans, on a fait plus 22,5% de croissance. La dernière année, on a fait 8,5% de croissance. Aujourd'hui, on est à 1485 milliards d'exportation du Sénégal, sur des secteurs d'activité aussi importants que la pêche, que l'agriculture, que l'économie numérique, etc. Je pense que attendez, elle a augmenté. D'accord. Je pense qu'on ne... Malick, je pense que vous ne voyez pas les artisans qui sont à Kaolack, qui sont à Ziguinchor, qui sont à Sédhiou, en train de travailler parce que la production agricole permet d'exporter. Vous ne voyez pas aujourd'hui les centaines de femmes qui sont à Kédougou et qui produisent du beurre de karité qui est transformé ici au Sénégal et qui est exporté aussi bien au Kazakhstan, qui est exporté en Allemagne, qui est exporté en France. Vous ne voyez pas cela. Malick Diop, merci. Docteur Malick Diop. Malick Diop, merci. Malick Diop, merci. Je pense que
docteur Alioune Dione, je vais vous poser la question. Malick Diop, je pense qu'il est bien quand même de préciser qu'on n'avait aucune envie de prendre la question pour vous, bien entendu, mais c'était de façon générale. Hein. On peut aussi penser qu'il peut y avoir des nominations qui obéissent plus à des critères d'appartenance politique et d'autres. Mais si la shortlist est donnée au président. Oui. Si la shortlist est donnée au président, oui. Sur la shortlist, ce sera toi qui auront les critères du président pour choisir. Toi qui auront le profil au moins professionnel. Alors, Alioune Dione, je vous pose la question, vous répondez. Je vous pose la question, vous répondez. Pourquoi vous pensez que cette proposition peut avoir un effet... Mais enlever la voilà, parce que tout simplement, on le constate, hein, ici actuellement, nous avons vu que beaucoup de personnes... Je donne l'exemple des agences. Les agences sont créées en réalité pour un clientélisme politique. Il y a des fonctionnaires, oui, la plupart des agences. Non, vous ne pensez pas à lui, hein? Non, moi, le président a dit mais en réalité, écoutez-moi, l'approche, on a dans la gestion des affaires publiques, on a deux approches. L'approche fonctionnement et l'approche projet. Oui. Les agences sont venus pour être un peu à cheval entre ces deux approches. Autrement dit, on voulu aller vers la gestion axée sur les résultats. Et tout cet angle, ce qui devait être déterminant, c'est en fait l'aspect purement résultat, l'efficacité. Mais ce n'est pas le cas. Dans la plupart des agences, vous allez voir, c'est le partage du gâteau. Ce sont des clientèles. Oui, c'est ça, je suis désolé. On va rester sur ça. On va rester sur ça. En faisant un appel à candidature, ça permet d'une part d'avoir au moins 3 personnes qui ont les compétences à partir de critères bien définis par rapport à la moralité, par rapport à l'éthique, par rapport à la compétence. Et une fois que ces 3 éléments sont soumis au président, le président, à travers son pouvoir discrétionnaire, est obligé de prendre en fait... Il y a maintenant un pouvoir discrétionnaire. Oui, mais il faut adjoindre au pouvoir discrétionnaire la compétence liée. On va rester vous utilisez uniquement le pouvoir Merci. discrétionnaire et vous n'utilisez pas la compétence liée. Merci. Et il faut les deux. Merci. Et en faisant un appel à candidature, vous avez la compétence. Je demande à tous les deux de me permettre de conclure. Je demande à tous les deux de me permettre de conclure. Nous étions très heureux en tout cas de recevoir ici le docteur Alioune Dione, membre de la coalition Sonko président, membre du mouvement des cadres patriotes et président de la commission Bonne Gouvernance, Patriotisme et Citoyenneté, expert en politique de développement et enseignant-chercheur. Docteur Alioune Dione, merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre vis-à-vis était le docteur Malick Diop, docteur d'État en pharmacie, diplômé aussi de la faculté des sciences économiques et de gestion, administrateur aussi, diplômé de l'ENAP Montréal, Canada pour être plus précis. Docteur Malick Diop, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et en tout cas, nous on est satisfaits de ce débat. C'était très viril mais correct et très prospectif aussi dans vos profils différents. Charles, c'est ce qu'on avait souhaité. Je souhaite une bonne chance. Vous voyez, il se serre la main quand même. Mais j'aurais aimé quand même que vous soyez beaucoup plus vraiment... on ne va pas refaire le débat. Nous nous retrouvons prochainement. Non, mais il ne fallait pas être un peu... Merci, à très bientôt. Merci.